Anticiper en géopolitique ou comment faire de la prospective grâce à l'histoire des relations internationales? C'est cette question que nous aborderons aujourd'hui dans les rendez-vous de la géopolitique. Alors nous sommes habitués à faire de la prospective. C'est une démarche délicate, complexe, puisqu'elle conjugue un certain nombre d'aléas, et notamment des aléas humains. Et pourtant, cette méthode est indispensable pour pouvoir penser, réfléchir aux relations internationales et anticiper quel sera le monde de demain. Pour voir quels sont les secrets de cette méthode, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'ai parlé de secret de la méthode, mais parce que celle-ci nécessite justement une certaine finesse d'analyse, parce qu'il y a des conditions d'appréciation de situation, d'interprétation de situation, qui seront mises en place grâce à la prospective. Mais avant ça, il y a peut-être des conditions préalables à déterminer. Oui, parce que on a bien compris que là, il s'agissait de faire de la prospective en géopolitique, mais encore faut-il qu'on réunisse deux conditions effectivement préalables. Encore faut-il que la géopolitique soit à peu près logique. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on arrive à constater que euh, un certain nombre de dynamiques auraient tendance, de manière récurrente, à se répéter dans l'histoire des relations internationales, et que de surcroît, les événements qui sous-tendent à ces dynamiques sont les mêmes et se répètent. Ça, c'est deux choses qui sont très importantes. Donc, si vous le voulez bien, avant qu'on aille plus loin, peut-être on sera amené, sûrement d'ailleurs, on sera amené à expliquer la méthode. Il faut déjà peut-être commencer par valider ce qu'on est en train de dire. Alors, pour ce qui est de la géopolitique, est-elle logique ? Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de s'appuyer sur une séance des rendez-vous de la politique précédente, qu'on avait consacrée au Saint-Empire romain germanique, et dans laquelle on avait justement rajouté dans le titre, la géopolitique est-elle réelle ou imprévisible ? Alors, je me contenterai peut-être, j'invite nos auditeurs à la revisionner, mais l'idée était la suivante. C'est vrai qu'en particulier en France, le Saint-Empire romain germanique, ne serait-ce que par son appellation, on avait d'ailleurs commencé par ça, souvenons-nous, paraît déjà assez compliqué, qu'on s'était rendu compte qu'en termes d'institutions, c'était redoutable, et qu'en plus, la nature et la composition de tous les États qui se rassemblaient dans le Saint-Empire romain germanique avaient l'air de laisser à penser qu'on avait plus affaire à un objet non identifié de la géopolitique qu'à quelque chose de normal. Et pourtant, comme on l'avait évoqué, on a affaire à un État qui a existé de 962 à 1806, ce qui prouve bien que s'il existe sur plus de 8 siècles, on a affaire à quelque chose qui doit avoir des fondements et des logiques, et on les avait d'ailleurs mis en évidence. Ça me paraît très très important. Et puis alors après, il y a un autre aspect qui me paraît important à mettre à l'attention, c'est que ce qu'il faudrait, c'est d'être capable de dire que la géopolitique n'est pas totalement désordonnée. C'est pas une suite incompréhensible d'événements qui se démultiplient sans qu'il y ait des logiques de cause à effet, mais on serait plutôt, pour l'instant, je vais prendre ce terme, dans une logique de séquence qui aurait une propension à, je dis bien propension à se reproduire, si on retrouve, on va dire, des conditions qui se réunissent de façon identique. Et là, me semble-t-il, c'est quelque chose qu'on avait mis en évidence dès le départ. C'est l'état d'esprit des rendez-vous géopolitiques, souvenons-nous, quand on les a lancés en 2016, parce que notre première séance, c'est la fin de l'histoire. Or, si on se rappelle bien la thématique de cette séance, il s'agissait de comprendre qu'on déjà, on l'avait mis en exergue en ce qui nous concerne, qu'on se mettait un peu en décalage par rapport à cette perception très occidentale et en particulier très européenne qui consistait à considérer que la fin de la guerre froide, c'était la fin de l'histoire, donc c'était la fin de la géopolitique puisqu'il n'y aurait plus jamais la guerre. Et à contrario, j'étais déjà en train d'insister sur le fait de dire non, la fin de la guerre froide, c'est pas la fin de la géopolitique, c'est le retour de la géopolitique classique. Ce qui sous-entendait d'ailleurs que la guerre froide était une situation particulière avec des logiques qui sont particulières. Donc là, j'insiste auprès de nos auditeurs sur le fait que on serait bien dans des logiques de reconduction de dynamique et de reconduction de cycle, et que si on arrive à les identifier d'une part et à percevoir comment elles s'assemblent ensuite, alors on peut imaginer qu'effectivement, quand on est à nouveau face à un tel scénario, je serais tenté de dire, on peut être dans une démarche de prospective. Ça me permet de rajouter un point qui me paraît indispensable, parce que si on conjugue déjà ces deux remarques initiales, qui préfigurent la prospective en géopolitique, c'est des prérequis en fait.
on voit bien qu'on s'inscrit spontanément dans une logique qui consiste à dire qu'il faut faire une interprétation des relations internationales ou de la géopolitique. Et ça tombe bien parce que il me semble, c'est tout le travail qu'on met ensemble depuis donc cette dizaine d'années, qu'on a bien affaire à une science humaine, certes imparfaite parce que l'humain en est le cœur, mais nonobstant qui reste une science avec des grandes logiques et avec des fondamentaux et avec des logiques de base. Donc là où c'est assez intéressant, c'est que ça doit nécessairement nous amener à donner une interprétation de ce que doivent être les relations internationales. Alors je me contenterai de dire, parce que ce n'est pas l'objet de la séance d'aujourd'hui, mais que ça aussi c'est des choses qu'on avait examinées par ailleurs, et que, en ce qui me concerne, me semble-t-il, je crois opportun de rappeler que il me semble judicieux de s'inscrire dans une démarche réaliste, pour ne pas dire de réelle politique, telle que Henry Kissinger d'ailleurs la développe dans son ouvrage principal Diplomatie, et que c'est bien quelque chose qu'on avait mis en évidence ou en exergue dans cette séance qu'on lui avait consacrée, dont le titre d'ailleurs est assez révélateur, et si Kissinger avait finalement raison. Alors, vous l'avez dit, on est face à une science, et qui dit science dit méthodologie. Donc, quelle serait la méthodologie de la démarche prospective en géopolitique? Alors en fait, tout s'articule autour d'un point qu'il est vraiment indispensable de comprendre. On serait dans l'idée qu'on a un certain nombre d'événements en géopolitique qui sont nécessairement en fait l'aboutissement de la conjugaison d'un certain nombre de dynamiques. Donc ça veut dire qu'on est face à un exercice qui consiste à être le suivant. D'abord sur 25 siècles d'histoire des relations internationales, j'insiste, et sur l'ensemble des civilisations, comment essayer d'énumérer ou à décliner de manière la plus exhaustive possible l'ensemble des scénarios principaux des relations internationales, et on comprend mieux pourquoi au préalable je disais il nous faut une grille de lecture des relations internationales ou une interprétation des relations internationales. Bon. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ensuite il faut être capable d'identifier, une fois qu'on a compris ces scénarios et quelles sont les logiques qui sont sous-jacentes, qui vont les alimenter pour les amener à maturation, je serais tenté de dire. Encore faut-il être capable, face à l'événement tel qu'il se produit de manière contemporaine, que de les identifier et que d'identifier comment ils s'articulent. Je pense qu'à cet endroit-là de notre explication, si vous voulez bien, il y a un exemple par analogie qui s'impose. Il va peut-être surprendre un peu nos auditeurs, mais je pense qu'il faut qu'on passe par, Olivier, il faut qu'on passe par le cinéma. Parce qu'en réalité, ce qui va être intéressant, c'est que là, on va pouvoir faire une comparaison sur la construction d'un film. Alors, évidemment, pour que l'exemple soit peut-être plus pertinent, je m'empresse de dire qu'il faudrait prendre un film dont, en réalité, il y a un certain nombre d'exemplaires qui ont été produits pour que, justement, on puisse voir les similitudes entre eux. Alors, de façon assez proche, on pourrait partir sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais je pense que, eu égard à ce qu'on est en train de dire, il y en a un qui s'impose tout simplement parce que, en termes de production, il s'est étalé dans le temps et que le nombre d'opus qui lui ont été consacrés sont très conséquents, c'est les James Bond. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, entre 1962 et 2021, il y a 25 James Bond qui ont été produits. Là, j'imagine que certains de nos interlocuteurs me disent, mais où souhaite-t-il nous conduire à la chose suivante. Si on regarde bien, ils sont toujours construits de la même manière. Parce que dans les scripts des James Bond, il y a toujours à peu près une douzaine de chapitres. Et si on regarde bien, ce qui est intéressant dans ces 12 chapitres, c'est qu'en fait, il y a toujours la scène d'introduction, il y a le combat final, il y a la poursuite à peu près médiane, mais il y a la découverte aussi de l'adversaire, etc., etc. Mais il y a une petite nuance. Ces chapitres n'arrivent pas forcément dans le même ordre. Voilà qui devient intéressant par rapport à notre exemple, me semble-t-il. Et si vous me permettez de prendre qu'un exemple, qui serait l'exemple de la poursuite, qu'est-ce qu'on constate? Dans tous les James Bond, il y a une scène de poursuite. Mais c'est jamais la même. Elle est en voiture, elle est à ski, elle est en avion, elle est en sous-marin, elle est en fusée. Parfois, elle est même en 2 chevaux. Si, je vous assure, vous pourrez vérifier. De même que le méchant n'est pas forcément toujours le même. Alors, certains personnages sont identiques. Évidemment, le personnage central. Mais tout évolue. Et donc, en fait, tout se passe comme si, et c'est fait à juste titre d'un point de vue marketing, si vous arrivez en retard dans une salle de cinéma, Olivier, et que par mégarde, vous ne savez pas exactement quel film se présente devant vous, au bout de 10 à 15 minutes, vous arrivez à comprendre que vous êtes face à un James Bond parce que vous en repérez tout simplement 2 ou 3 chapitrages. De même que ce qu'on est tous amenés à faire quand on zappe très souvent devant nos écrans de télévision et qu'on passe d'une chaîne à une autre parce que tout d'un coup on a envie de diversifier ce qu'on est en train de faire ou qu'on est en train de perdre l'attention sur ce qui est en train d'être dit. Si jamais on arrive sur une chaîne et qu'on voit 2 ou 3 séquences d'un film, quand bien même on ne connaîtrait pas le film depuis le départ, on est en train de subodorer qu'on est face à un James Bond parce qu'il est facilement identifiable.
C'est exactement l'état d'esprit tel que je cherche à le construire en disant qu'en géopolitique, on a un certain nombre de logiques fondamentales et d'événements fondamentaux qui ont tendance à être construits ou articulés sur des dynamiques essentielles. Alors évidemment, il y a une grande difficulté, parce que si on poursuit l'analogie jusqu'au bout, on a bien compris qu'ils n'allaient pas forcément arriver dans le même ordre, qu'ils ne seraient pas forcément de la même intensité et qu'ils ne se conjugueraient pas forcément de la même façon, raison pour laquelle des analystes en géopolitique sont indispensables, parce que c'est à l'aune de leur réflexion qu'on sera en capacité que d'essayer d'anticiper, eu égard à ce qu'on sait en termes d'enseignement dans le passé, ce qui pourrait être amené à venir en termes de prospective. Fabrice, vous êtes appuyé sur le cinéma pour nous expliquer la méthodologie de la prospective en géopolitique, mais est-ce qu'on pourrait prendre un exemple tiré justement du terrain géopolitique? Oui, vous avez raison, ça devient maintenant indispensable, puisqu'on a posé en préambule quels seraient les prérequis et qu'ensuite on s'est efforcé d'expliquer la méthodologie. C'est vrai qu'un premier exemple est très important pour montrer qu'il se transpose concrètement dans la méthodologie en géopolitique. Et l'exemple qui est le plus évident, me semble-t-il, ou en tout cas le plus réputé ces dernières années, c'est celui qu'a mis Graham Allison avec son fameux ouvrage « Vers la guerre, les États-Unis et la Chine face au piège du Thucydide », parce qu'on voit bien qu'on est totalement en fait dans la démarche telle qu'on est en train de l'expliquer. Alors je vais m'efforcer d'ailleurs de la rappeler en quelques mots et en quelques instants, même si on y avait consacré une séance des renvois géopolitiques sur cet ouvrage, afin qu'on comprenne mieux que c'est justement la méthode telle qu'elle est appliquée par Graham Allison. Parce que d'abord, de quoi s'agit-il ? On pourrait déjà commencer par expliquer le piège de Thucydide, en disant ce piège de Thucydide, mais qu'est-ce que c'est ? C'est parce que Graham Allison s'est appuyé sur en fait le constat des travaux qui ont été mis en place par Thucydide, donc celui dont on considère qu'il est le premier à avoir fait de l'histoire des relations internationales. Rappelons-nous, Thucydide a écrit la guerre du Péloponnèse, et dans cette guerre du Péloponnèse, il cherche à comprendre quelles sont en réalité les racines du conflit qui va être si meurtrier pour la civilisation grecque entre Sparte et Athènes. Et ce qui est intéressant dans la démarche de Thucydide en plus, c'est qu'on est de surcroît dans une période qu'est l'Antiquité et qui est totalement empreinte de superstition. Pour Thucydide, il s'agit de montrer que justement la géopolitique n'est pas du tout incompréhensible, qu'elle ne serait pas en fait mue par des logiques qui seraient presque extra-humaines et qui sortiraient de l'intelligence humaine. Là, c'est le prolongement. On serait presque dans la métaphysique kantienne, c'est-à-dire qu'il y a une zone qui serait complètement incompréhensible pour l'esprit humain, et Thucydide de faire remarquer non. En fait, il y a des vraies logiques concrètes qui permettent d'expliquer pourquoi on est arrivé à la guerre. Et là où c'est intéressant, dans la continuité, si vous me permettez, de cet exemple, c'est que quelle est la réponse de Thucydide entre Sparte et Athènes ? Ça, c'est des choses sur lesquelles nous avions déjà eu l'opportunité de nous expliquer. C'est que Sparte, qui est la puissance installée, a une peur de plus en plus accrue de la montée en puissance d'un rival qui au départ n'existait pas ou qui était relativement contrôlé ou maîtrisé, qu'est Athènes, et que plus le temps passe, plus Athènes monte en puissance et de surcroît de manière très rapide. Donc Graham Allison, en s'appuyant sur cette réflexion, en crée le concept, le piège de Thucydide. Alors ce qui me semble important à ajouter, dans le prolongement de notre explication, et qui apporte encore, on va dire, un argument supplémentaire, c'est qu'en plus on voit bien que toute l'articulation de l'ouvrage de Graham Allison s'appuie sur la méthode qu'on est en train de décrire. Pourquoi ? Parce que si dans le premier chapitre il est en train d'expliquer ce que c'est que le piège de Thucydide et l'ensemble des dynamiques qui sont nécessaires à rassembler pour qu'on s'y trouve effectivement confronté, l'exercice consiste pour lui ensuite à appréhender 16 exemples historiques précédents pour regarder dans le courant de l'histoire qu'est-ce qui serait passé à l'aune de ces expériences et quelle est la conclusion à laquelle on aboutit. Et il y a notamment un passage qui est très très intéressant, me semble-t-il. Pour moi, c'est même le chapitre le plus intéressant. C'est quand il analyse la Première Guerre mondiale, parce que là, c'est toujours cause d'une certaine surprise, notamment pour les observateurs français, c'est qu'on se rend compte qu'à la grille de cette lecture, la France, d'une part, de par son obsession sur l'Alsace-Lorraine, mais surtout le Royaume-Uni, sont responsables de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que la puissance installée, c'est le Royaume-Uni, mais la puissance nouvelle qui apparaît
Et ça, c'est pas assez mis en évidence. C'est l'Allemagne qui n'existait pas avant sa proclamation dans la Galerie des Glaces le 18 janvier 1871. Donc, en fait, l'Allemagne n'a qu'environ 42 ans en 1914, mais il se trouve qu'en 42 ans, les Allemands ont réussi à devenir la deuxième puissance macroéconomique, puis pratiquement la première armée de terre au monde et la deuxième marine de guerre au monde. Donc, on voit bien que là, tout d'un coup, on se retrouve totalement dans la dynamique telle que l'a décrit Graham Allison, c'est-à-dire une sorte de peur presque panique qui est en train de saisir la puissance installée devant la montée d'un rival tel qu'il n'était pas attendu 50 ans avant et qui, de surcroît, se fait de façon très rapide. Je m'empresserai d'ajouter que pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient connaître la conclusion de cet ouvrage, dont je pense qu'il est indispensable à relire de surcroît dans le cadre de notre thématique, c'est que Graham Allison quand même conclut que 14 fois sur 16, dans ce cadre-là, on arrive à la guerre. Voilà un exemple, me semble-t-il, particulièrement parlant de ce qu'il est possible de faire en termes de prospective géopolitique quand on arrive à déceler un certain nombre de scénarios et les dynamiques qui s'articulent dans celui-ci pour y aboutir. Je crois qu'on a tous les éléments de notre titre anticipés en géopolitique grâce à l'appui de l'histoire des relations internationales. Là, avec les 16 exemples qu'il a développés, on voit bien qu'on part de l'histoire et du passé pour arriver à la situation présente. Mais disons que cet exemple est éloquent. Y en a-t-il d'autres ou est-ce que c'est un exemple isolé ? Oh oui, il y en a d'autres. Alors et c'est très important. Parce que si c'était un exemple isolé, on va dire, bon, mais on pourrait considérer que c'est une exception, que c'est atypique. Donc c'est tout le cœur de la question que vous posez, en fait, parce que ça va être amené à valider définitivement la problématique ou la justesse de notre problématique. Parce que si on voit que les exemples se démultiplient, là, on n'est plus dans l'exception, mais on est dans une démarche classique, voire attendue. Alors, il y a 3 exemples qui me semblent importants à soumettre à l'attention de nos auditeurs. Le premier est peut-être moins connu que le précédent, mais il me paraît intéressant à rappeler parce qu'en fait, il avait été mis en place par Emmanuel Todd dans un ouvrage qui avait été publié dès le début du XXIe siècle, en 2001, qui s'appelle « Après l'Empire, essai sur la décomposition de l'Empire américain », et notamment dans son 3e chapitre. Ça, je trouve que c'est un aspect qui n'avait pas été assez mis en évidence, parce que de quoi s'agit-il ? En fait, à un moment, Emmanuel Todd cherche à expliquer le rôle des États-Unis dans le monde, et notamment pour les Occidentaux, en passant par la Ligue de Délos. Voilà un autre concept. Donc maintenant, il faut expliquer ce que c'est que le concept de la Ligue de Délos, qui lui aussi s'apparente à l'Antiquité. Et de rappeler que la Ligue de Délos, c'est donc une alliance qui a été mise en place par rapport aux cités grecques, quand il s'agissait de lutter contre l'Empire perse, contre lesquels elles étaient en guerre. Mais alors, ce qui est assez intéressant à noter dans cette perspective, c'est que, en fait, toutes les cités grecques étaient censées intervenir selon leurs propres moyens et selon leurs propres capacités. Donc, on se rend compte qu'il y a certaines cités qui étaient trop petites ou pas assez concentrées sur les constructions, notamment d'une armée et d'une marine, et qu'en fait, elles déléguaient presque à Athènes leur sécurité, moyennant le fait de contribuer à l'effort de guerre par l'impôt. Et en fait, le terme de Ligue de Délos vient du fait qu'il y avait un trésor qui était entreposé par l'ensemble des cités grecques et que Athènes devait finalement s'en servir en cas de guerre. Et évidemment, je pense que tout le monde a anticipé que Athènes a considéré que la meilleure façon de sécuriser le trésor, c'était de le ramener directement à Athènes. Et l'explication d'Emmanuel Todd est assez intéressante. On arrive donc dans une situation d'hégémonie, au sens littéral grec du terme d'ailleurs. C'est assez intéressant en termes d'étymologie de rappeler que hégémone, c'est, on va dire, une suprématie sans pareil, et que l'hégémone, c'est celui qui dirige les commandants. Donc là, on est totalement dedans. Et en fait, on se retrouve avec une situation où on glisse d'une alliance à une perspective où, dans le cadre de cette alliance, il y a quand même une puissance majeure qui coordonne presque tous les autres, qui deviennent des alliés contraints. Et en fait, pourquoi Emmanuel Todd explique ça ? Parce qu'il est en train d'expliquer les États-Unis et l'OTAN. C'est une perspective qui, me semble-t-il, n'est pas totalement inintéressante dans le cadre de tout ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans, et en particulier de 2025. Donc voilà déjà un deuxième exemple. Ensuite, il y a un autre ouvrage qui me vient aussi à l'esprit, c'est un ouvrage magnifique, non seulement sur la forme, mais sur le fond, que je conseille véritablement, de Michel de Jaeger. C'est La mélancolie d'Athéna, l'invention du patriotisme. Et là, il y a 2 choses qui me paraissent pas inintéressantes à souligner. Bon, d'abord, on comprend bien, ne serait-ce qu'à travers le titre,
la mélancolie d'Athéna, on s'inscrit spontanément dans la démarche telle qu'on est en train de le dire, puisque là, il forcément fait allusion aussi à un concept. Mais là, en l'occurrence, l'aspect qui me paraît le plus intéressant, c'est que c'est tout au long de ces 525 pages, cette édition aux belles lettres, qu'en réalité, l'auteur est en train de faire des allers-retours entre des événements anciens et des événements plus récents, puisque les événements anciens, Antiquité, plus récents, XXe siècle, et plus contemporains aujourd'hui. Donc en fait, c'est même la totalité de la problématique qui s'intègre sur l'état d'esprit ou sur la méthode telle qu'on est en train de la décrire. Ça fait déjà 2. Et puis je serais tenté de dire que nous, dans les rendez-vous de la géopolitique, on n'est pas totalement étrangers non plus à cette méthode, parce que souvenons-nous, il y a plusieurs années déjà, on avait mis en place une séance qui s'intitulait « La Chine d'aujourd'hui est-elle l'Allemagne de 1914 ?» Alors ce qui était assez savoureux, je me permets de faire cette petite confidence auprès de nos auditeurs, par rapport à cette séance, c'est qu'on avait un certain nombre de commentaires qui s'étaient inscrits assez rapidement, en disant « Mais comment osez-vous faire cette comparaison ? Elle est complètement impossible, et d'un point de vue technologique ou d'un point de vue idéologique. » Et je n'avais eu de cesse de répondre aux personnes qui avaient bien voulu échanger avec nous dans le cadre de cette séance au départ, en disant « Oui, mais la comparaison ne s'établit pas ni d'un point de vue technologique, ni d'un point de vue idéologique, elle s'établit d'un point de vue géopolitique. C'est-à-dire, ces deux puissances sont-elles, pour des raisons identiques, dans une même situation géopolitique par rapport à l'environnement. » Donc c'est bien le même exercice. Et puis, il y a une autre séance qui n'était pas inintéressante et qui est encore antérieure, c'était l'Allemagne en géopolitique. Et je le précise d'autant plus que, autant la première séance, dans son titre, on comprend spontanément qu'on s'approche d'une méthodologie, autant là, on dit, bon, mais l'objet d'étude, c'était l'Allemagne, mais pourquoi y aurait-il un rapprochement avec la problématique telle qu'on est en train d'énoncer? Parce que j'essayais d'expliquer, au XIXe siècle, souvenons-nous, Olivier, quelles étaient les racines de la création de l'Allemagne, et notamment l'opposition entre les sphères d'influence de la Prusse, souvenons-nous, et de l'Autriche. Et la comparaison que j'avais mise en place était Prusse, Sparte, l'Autriche, Athènes, puisque Sparte, plutôt la militaire, et Athènes, plutôt, on va dire, axée sur les différences d'art. Donc on était complètement aussi dans cette logique. Et d'ailleurs, je me permettrai de conclure ma réponse sur cet aspect en faisant remarquer que déjà à l'époque, j'avais souligné que la France avait commis une grave erreur, car si elle avait été amenée à faire cette analogie, elle aurait compris que ce qu'il fallait, c'était peut-être pour une fois soutenir l'ennemi militaire de la France, j'ai nommé l'Empire des Habsbourg, l'Empire austro-hongrois, et que n'ayant pas compris cette prospective, on avait laissé tomber l'Autriche face à la Prusse, ce qui va par la suite amener la défaite de 1870-1871. Alors, on a vu un certain nombre d'exemples qui peuvent montrer l'intérêt de la démarche et la méthodologie de prospective en géopolitique. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans notre raisonnement? Est-ce qu'on peut donner encore plus d'amplitude à la prospective en géopolitique? Oui, c'est là où je pense que la thématique va prendre toute son importance, parce que j'attire l'attention de nos auditeurs que pour l'instant, ce qu'on est en train de démontrer, c'est qu'il y a bien un certain nombre de scénarios qu'on peut repérer, parce que les dynamiques qui sont inhérentes à ces scénarios se répètent. Mais on peut aller au-delà, parce qu'au-delà des scénarios, il y a carrément des logiques de cycle. C'est-à-dire que ce dont on va se rendre compte, c'est qu'il est possible, sur le très long terme, d'essayer de repérer des séquences que vont connaître des puissances, nonobstant le continent, la civilisation ou la période chronologique dans laquelle on s'inscrit. Et là, il y a un ouvrage majeur, me semble-t-il, qu'il faut mettre en évidence. C'est « Naissance et déclin des grandes puissances » de Paul Kennedy, parce que rien que dans le titre, finalement, il y a l'avalisation de ce qu'on est en train de dire. Parce que naissance et déclin des grandes puissances, ça sous-entend spontanément qu'on se propose d'étudier qu'est-ce qui amène une puissance à s'initier comme un État reconnu, puis arriver à l'apogée, puis arriver à son déclin. C'est d'autant plus intéressant ou opportun à rappeler, me semble-t-il, que justement l'auteur, il ne faut pas oublier l'axe central de sa problématique, se propose d'expliquer qu'en réalité, justement, à travers les 5 derniers siècles, on constate que c'est toujours les mêmes raisons qu'amènent une puissance à émerger, qu'il arrive à maturité et qu'amène au déclin. Pour faire simple,
une puissance commence toujours à émerger pour des raisons économiques. Quand cette économie est suffisamment importante, elle arrive toujours à manifester son emprise sur des raisons politiques. Et quand cette puissance devient militaire, en fait, elle est en train d'être en déclin parce que son emprise politique est telle qu'il lui faut maintenant assurer sa légitimité sur un espace très étendu. Mais comme cet espace s'étend de plus en plus, il faut investir considérablement sur les moyens militaires. Et plus on investit sur les moyens militaires, plus en réalité on s'appauvrit et plus on se fragilise soi-même. C'était bien dans la continuité de ce raisonnement ce que Peter Bender avait émis dans son ouvrage Amérique Nouvelle-Rome. Là aussi, on est en plein dans les comparaisons parce qu'on est en train d'insister sur le concept de la surextension, très important à avoir à l'esprit en 2025, où je trouve que parfois certains se mettent à rêver de façon, dans une sorte d'hubris, je pense chez les décideurs, sur une projection de puissance. Mais justement, l'histoire des relations internationales nous apprend que toute surextension nous approche de l'abîme. Donc ça, c'est très important à rappeler. Puis, il y a un autre ouvrage qui s'insère dans la continuité. C'est un ouvrage de Pierre Grosser, L'autre guerre froide, l'affrontement des États-Unis et la Chine. Parce que là aussi, le titre est très intéressant, même si je reconnais que l'auteur, lui, est plus mesuré dans l'idée qu'on puisse reproduire des schémas, mais le simple fait que le titre montre l'autre guerre froide, ça montre quand même qu'il y en a plusieurs. Et là, pardon, mais s'il y en a plusieurs, ça c'est quelque chose que j'explique souvent aux étudiants en cours, c'est que la guerre froide, c'est pas une période historique de la géopolitique, c'est une situation particulière géopolitique. Donc si c'est une situation particulière géopolitique, ça veut dire la conséquence d'un certain nombre de logiques, et que si ces logiques viennent à se rencontrer à nouveau, on peut rencontrer à nouveau ce scénario de guerre froide. C'est bien le fait que d'ailleurs là, quand on dit l'autre guerre froide, on n'est plus en train de parler de celle très connue entre les États-Unis et l'Union soviétique de 1947 à 1991, si on admet ces dates-là, mais qu'on est dans une autre perspective. C'est bien la raison pour laquelle, quand j'avais mis en place une première séance sur l'histoire de la guerre froide, j'avais dit attention, la guerre froide est une situation particulière des relations internationales dans laquelle uniquement deux grandes superpuissances s'opposent surtout, sont toujours sur le point de se faire la guerre, mais peuvent pas se la faire. C'est une définition de la guerre froide qui prouve que si l'ensemble des logiques telles qu'elles apparaissent dans la définition ont tendance à réapparaître, alors on encourt le risque d'être à nouveau face au scénario. C'est d'ailleurs dans la continuité de cet ouvrage de Pierre Grosser, L'autre guerre froide, je rappelle qu'on avait construit une séance dont la thématique, en réalité, abordait exactement la même démarche. La guerre froide est-elle devant nous? Donc on voit bien à travers le titre, on jouait sur la surprise puisque on imaginait que nos auditeurs disaient mais la guerre froide c'est le passé, et là dans le titre on était en train d'aborder l'hypothèse qu'elle puisse à nouveau se remettre en place. Donc on voit bien qu'on était exactement dans cette perspective-là. L'ensemble de ces exemples, me semble-t-il, montre non seulement que la prospective en géopolitique est possible, qu'elle est utilisée de façon régulière par un certain nombre d'observateurs et de professionnels de la géopolitique, qu'elle peut avoir un champ d'action qui est très étendu puisque c'est allant dans le temps, mais il ne faut quand même pas sous-estimer un certain nombre de limites qui sont réelles. Oui, parce que les géopoliticiens ne se transforment pas en Madame Irma pour autant. On l'a vu, on a fait preuve d'une certaine prudence. Vous parliez de propension tout à l'heure en insistant bien sur le terme de propension. En introduction, j'ai parlé d'aléas qui pouvaient nous faire courir le risque de faire des erreurs. Donc il y a bien sûr des limites à cette démarche. Oui, ça c'est un aspect qui me paraît prépondérant à mettre en avant, parce qu'effectivement, l'exercice connaît un certain nombre de difficultés, pour ne pas dire de limites. Et il y en a deux qui doivent apparaître assez spontanément, et en particulier la première, parce qu'on pourrait assez facilement objecter à une méthode comme celle-là, que le problème principal pourrait résider dans le fait qu'il y aurait des nouveaux événements ou des événements qui ne se seraient jamais produits, auquel cas, par définition, là, on ne peut pas s'appuyer sur le passé pour les anticiper. Et puis, il y a une deuxième limite sur laquelle je reviendrai dans un deuxième temps, qui, à mon sens, est plus juste et plus opportune, c'est-à-dire quant à la difficulté de faire les interprétations. Je reviens, si vous voulez bien, dans un premier temps, donc sur l'aspect qui concerne les événements imprévus. Là, il y a un auteur qui me vient spontanément à l'esprit, c'est Nassim Nicholas Taleb, avec le signe noir
la puissance de l'imprévu, où on voit bien que l'auteur insiste sur le fait qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en compte que non seulement on peut se tromper, mais surtout qu'il y a des paramètres totalement imprévisibles ou qui n'ont jamais eu lieu d'être. Donc l'image du cygne, qui tout d'un coup, il y a un cygne noir qui apparaît, et c'était totalement imprévisible. Je ne crois pas, pour être totalement transparent, que les propos de cet auteur soient justement compris par rapport à notre thématique. Car en fait, il s'insère beaucoup plus dans une démarche qui est liée à la statistique et sur les chiffres par rapport aux mathématiques, et sur l'idée qu'on en découlerait nécessairement quelle est la résultante qui viendrait par rapport à ces statistiques. Mais nous, on n'est pas dans ce cadre-là en termes de prospective géopolitique. On n'est pas sur un bilan chiffré statistique qui conduirait nécessairement à une solution. On est dans la perspective d'essayer de déceler un certain nombre de dynamiques et en face à ces dynamiques, de voir quels seraient potentiellement les différents résultats qui pourraient en résulter. Donc c'est empreint de beaucoup plus, me semble-t-il, d'humilité et non de certitude. Là, on n'est pas dans la certitude, on est en train d'essayer de déceler un certain nombre d'aspects et ensuite il va falloir interpréter par rapport à leur nombre, par rapport à leur fréquence, par rapport à leur vitesse et par rapport à leur lien, quelle est la probabilité, nous y voilà, du fait que l'événement auquel il pourrait amener, cet événement se déroule. Pourquoi est-ce qu'au moment de notre séance, insister autant sur cette nuance me paraît très très important? Parce que ça va nous conduire à qu'est-ce que doit être l'activité d'un géopolitologue ou d'un stratège sur les questions internationales. En fait, l'idée consiste à dire il faut construire plusieurs scénarios. Parce que comme on est dans une démarche d'appréciation, avec l'ensemble des marges d'erreur qui sont possibles, eu égard à tous les paramètres que j'ai énoncés précédemment, l'idée va consister plutôt à se dire, bon, donc il y a un certain nombre de scénarios qui sont potentiels ou qui sont possibles, et on va réussir à les affiner au fur et à mesure où on aura davantage d'informations. Ça nous renvoie à une séance sur Sun Tzu, l'art de la guerre, l'importance de l'information. Mais comme on est en train d'accumuler les informations au moment des faits, on peut affiner les scénarios jusqu'à finalement ne plus aboutir qu'à un seul scénario parce qu'on aura évincé tous ceux qui nous paraissent totalement désuets de par l'accumulation des informations qu'on a. C'est d'ailleurs la méthode qu'a mis en avant Bob Woodward dans un ouvrage Plan d'attaque qui avait été publié en 2004 mais qui traitait de la campagne des États-Unis d'Amérique en Irak en 2003. Là, l'objet de mon propos ne consiste pas à savoir si cette attaque ou si cette invasion était justifiée ou pas. On l'avait ça d'ailleurs expliqué aussi dans une séance. Mon propos consiste plutôt à essayer d'expliquer que la CIA, qui justement a fait remarquer qu'elle était face à un certain nombre de paramètres inconnus, connus, mettait un certain nombre de scénarios en place et que plus on avançait, plus on était en capacité de déceler un certain nombre de perspectives et de dynamiques, plus on pouvait être précis dans son approche et plus on écartait un certain nombre de scénarios. Donc, on est sur une approche où on met un certain nombre de stratégies préconçues en place qu'on élimine au fur et à mesure et ça devient tout l'intérêt de faire de la prospective alors en géopolitique. Et ça nous ramène au caractère de la décision. Derrière la prospective en géopolitique, les scénarios qui sont élaborés, il y a potentiellement un décideur, des hommes politiques, des stratèges qui vont prendre des décisions à partir des informations qu'ils ont en leur main. Quelles sont les conditions finalement pour qu'un décideur puisse faire preuve de prospective en géopolitique? Alors ça, c'est une question qui me touche tout particulièrement, Olivier, parce que j'ai souvent des étudiants ou des acteurs professionnels qui échangent avec moi et qui me posent la question de savoir comment est-il possible de mieux comprendre le contexte contemporain de la géopolitique. Donc c'est vrai qu'il a l'air d'être particulièrement difficile à appréhender d'une part, et comment essayer d'avoir des axes d'amélioration, de s'améliorer dans les réponses qu'on peut apporter à ça. Et généralement, je fais remarquer que effectivement, il y a deux conditions qui me paraissent importantes, mais au préalable, si vous me permettez, il y a un état d'esprit qui est fondamental et qui va être d'autant plus important à souligner que j'ai le sentiment que en ce moment, on ne peut être qu'un peu
inquiet de par la dynamique telle qu'elle se met en place. Je vais m'expliquer. Pour pouvoir faire de la prospective en géopolitique, il faut déjà commencer par être totalement dépouillé, pour ne pas dire débarrassé de ses a priori. Il ne faut jamais oublier la citation d'Emmanuel Kant qui habille les génériques des rendez-vous de la géopolitique depuis le premier et qui nous servent presque de devise, je serais tenté de dire, ne rien accepter sans examen. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans cette période, notamment accrue par les réseaux sociaux, on sent bien qu'il y a une tendance lourde qui consiste presque à être beaucoup plus dans le choix et dans le jugement que dans la compréhension. Et là, toute prospective géopolitique devient totalement impossible, je m'empresse de le dire. J'utilise souvent une formule. En géopolitique, plus que dans toute autre science humaine ou dans toute autre activité humaine, il faut non pas commencer par savoir, mais il faut commencer par apprendre. Ça me paraît essentiel. Et donc, se réinsérer dans la logique de Liddell Hart, qu'il avait synthétisé dans une formule, aller de l'autre côté de la colline, to be on the other side of the hill, c'est-à-dire comprendre comment les autres perçoivent une situation pourtant identique, mais qui, à travers leur propre vécu, leur histoire, leur civilisation, aura forcément, on va dire, un ressenti qui sera différent. Et je m'empresse toujours de rajouter, notamment aux étudiants, ne vous inquiétez pas, plus vous allez progresser dans l'histoire des relations internationales, plus vous serez immanquablement déçus, car vous pouvez être certain qu'elles ne correspondront jamais à ce que vous espériez qu'elles soient ou à ce que vous rêviez qu'elles soient. Donc cet état d'esprit-là, je demande aux interlocuteurs de bien l'entendre, il est indispensable pour mettre une démarche de prospective géopolitique, parce que sinon, en fait, on va être totalement faussé par nos a priori dans tous les sens du terme. Alors ensuite, il y a effectivement deux conditions qui, évidemment, s'articulent parfaitement dans tout ce qu'on a dit précédemment et dans mon constat. Le premier, c'est qu'il faut toujours connaître davantage l'histoire des relations internationales. Et cet exercice n'est jamais fini, parce qu'en réalité, plus on apprend, plus on sait, on sent à quel point il y a énormément de scénarios, de séquences et de logiques. Et donc, ça me paraît très, très important à signifier. De même que ça, c'est un autre point. Il est indispensable pour articuler sa pensée que d'avoir effectivement une vraie grille de lecture et une vraie interprétation des relations internationales. Et j'insiste d'autant plus sur cette dernière condition indispensable qu'il me semble que c'est l'un des principaux défauts qu'on pourrait mettre en évidence des Occidentaux en général et des Européens en particulier. Il est plus que temps que de revenir à des logiques réalistes des relations internationales. On voit bien que depuis la guerre froide, les Européens ont l'air d'être en résistance par rapport à ça, que le conflit en Ukraine est en train de par son aspect irréfragable, je serais tenté de dire, les happer vers cette réalité, et qu'il est indispensable maintenant pour se projeter à l'avenir que de mieux comprendre l'ensemble des logiques qui structurent les relations internationales. Parmi celles-ci, il y en a peut-être une qu'en guise de conclusion, je soulignerai. La paix n'est jamais obtenue d'office. La paix en relations internationales, c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se sauvegarde, c'est quelque chose qui se gagne. Il faut gagner la paix. Si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est certainement une logique sur laquelle on sera amené à revenir dans le cadre de nos séances des rendez-vous de la géopolitique future, n'est-ce pas, Olivier ? Oui, et je trouve que cette séance est un encouragement à l'humilité face à l'histoire, face à la connaissance, face à cette œuvre humaine toujours à remettre à l'ouvrage. Merci Fabrice pour cette séance. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.